Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Impossible n'est pas vrai. Cette fois, nous sommes avec Mohamed El Karaz. Mohamed El Karaz, un très très grand directeur sportif. Il a fait un travail extraordinaire, ouais, qu'il le fait encore. Une carrière de fou, il était au Maroc, à la fédération DTN. Un travail également dans le niveau amateur où tout a pris. Merci à lui d'être parmi nous, et le travail qu'il fait. Merci encore une fois, Momo. Je t'en prie, Mohamed. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis très heureux de partager, j'allais dire, ces tranches de vie de passionnés de foot avec toi et avec tes auditeurs et passionnés qu'ils sont. Merci Mo, ça me fait plaisir de te retrouver, ça faisait longtemps, on s'était recroisé un moment et je suis content de te trouver ici au Havre. Ouais, dans ta ville. C'est fou. Parce que ça a été des rencontres Évreux, le Havre, Évreux, voilà. Donc non, mais c'est bien, pareil, plaisir partagé, très heureux d'être dans ta ville. J'ai été bien accueilli en 2015 et tu vois, je suis parti, je suis revenu, donc c'est que je me sens bien ici. Ouais. Et justement, parlant d'actualité, la Ligue 1 reprend bientôt. Ouais, génial. Ouais. On est impatients. Extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. Très très heureux. Je le disais, c'est avec beaucoup d'humilité. Je disais, il y a des gens qui disaient qu'ils étaient contents que je sois revenu. Moi, je suis très très heureux de revenir dans ce club qui m'est cher, puisque c'est le seul club professionnel dans lequel j'aurais travaillé à ce jour. Mais je suis encore, mais vraiment énormément, extrêmement heureux que ce club remonte en Ligue 1. Voilà. Je m'étais fait cet objectif-là sans l'avouer, parce que ce n'est pas un rêve. Des fois, les rêves, on n'arrive pas à les exaucer. Mais c'était un objectif et je suis très, très heureux que ça puisse être le cas pour tous les passionnés et tous les Havrais qui adorent ce club. Oui, justement, je parlais avec pas mal de supporters. Évidemment, tout le monde était euphorique, extraordinaire, la Ligue 1, la saison de fou l'année dernière. Mais toi, justement, tu fais un travail qui est minutieux, faut le dire. Un travail minutieux avec Mathieu et toute votre équipe. Et franchement, c'est fort, moi. Je te jure que c'est fort. Eh ben, écoute, très, très heureux de l'entendre. Merci beaucoup, en tout cas. Ça me va droit au cœur. Oui, on a essayé de faire, j'allais dire, c'est ce sur quoi on s'était engagé en arrivant au club dans ce projet. C'était de dire aux gens, on va beaucoup travailler. On va essayer de faire le maximum pour avoir le meilleur projet sportif pour le HAC et notamment pour cette équipe pro. Puis voilà, avec un peu de réussite peut-être, c'est un ensemble de tout. Voilà. C'est le football. Ouais. Maintenant, en venant sur ta carrière, tes tout débuts à Évreux. Oui. Ça s'est passé comment pour toi? Je découvre le foot à Évreux. J'arrive à 8 ans du Maroc. Je ne parle pas un mot de français. Et puis à 10 ans, 11 ans, je découvre le foot à Évreux même. Et dans le quartier de la Madeleine. Et puis après, j'allais dire joueur de quartier au départ, joueur de niveau régional essentiellement à la LM Évreux. Et puis, c'était un bon club formateur. Ouais, exactement. J'ai même démarré au départ ma première licence dans un club communautaire. Alors c'est plus possible aujourd'hui, mais c'était les Marocains d'Évreux, l'étoile sportive des Marocains d'Évreux. Voilà, c'est là où j'ai démarré ma première licence. Et puis après, pour basculer dans un autre club, un petit club de village qui est le club de Guichainville, pour après atterrir à la LM Évreux et après faire mes classes là. Cadet, junior DH, etc. Je sais que tu avais déjà la fibre, parce que tu as formé de grands joueurs. Et voilà. Et après, il y a la découverte de l'encadrement. À 15-16 ans, le responsable technique à l'époque me demande de venir donner un coup de main sur l'école de football chez les petits, les débutants. Et là, une vraie révélation, une vraie relation avec les enfants, une vraie passion pour transmettre, enseigner, donner quelque chose, expliquer un geste technique à un enfant, lui apprendre à courir, à sauter et ainsi de suite. Donc ce qu'on appelle la motricité, la psychomotricité, la coordination motrice et technique. Et voilà. Et du coup, je m'engage là-dedans. Je prends un plaisir fou les mercredis et les samedis. Et l'histoire fait qu'on en fait un métier. Je deviens animateur, éducateur sportif et voilà. Et justement, tu commences à passer tes diplômes dans le foot, c'est ça? Exactement. Je passe le jeune animateur technique derrière avec le district.
je passe après derrière aujourd'hui ce qui serait les CFF, mais il n'y en avait qu'un. C'était un initiateur, donc ancienne formule, qui réunissait tous les certificats fédéraux qui existent aujourd'hui à Oulgat, au Krebs d'Oulgat, avec des formateurs qui étaient Nasser Largué à l'époque déjà, qui était sur la Ligue puisqu'il était directeur du centre au FC Rouen. Moustapha Oumechouk qui était le DTR à l'époque, voilà, et d'autres collègues que j'ai recroisés derrière quand je suis devenu moi-même conseiller technique. Après le brevet d'État, les commissions techniques du district, de la Ligue. Justement, je voulais en parler, tu as fait un gros travail aussi au niveau des instances sportives. Tu peux nous en dire un peu plus? L'implication fait que quand on passe les formations, la responsabilité aussi qui grandit dans le club de l'ALM où au départ je suis juste éducateur d'une équipe. Les poussins 7 à l'époque, les U11, il y avait 7 équipes, j'avais la dernière équipe. Énorme. Pour après finir dans la saison sur la deuxième équipe, après la responsabilité de la catégorie, pour après devenir responsable de l'école de foot. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on est sollicité par le district et le conseil technique qui était à l'époque Jacques Bouvray pour rentrer en commission technique et à aider à structurer en fait le foot dans le département, puis après sur la Ligue. Et c'est comme ça qu'après je me retrouve à travailler pour la Ligue de foot de Normandie sur les dispositifs des emplois jeunes. Avec Arnaud Doudet, on avait démarré ensemble, c'était les premiers contrats sur la Ligue et j'étais mis à disposition du district, plus derrière à donner un coup de main sur les missions régionales. Et voilà, à former l'encadrement, à détecter, sélectionner les meilleurs joueurs pour les équipes de Normandie et ainsi de suite. Impressionnant quand même. Ouais, bah écoute, voilà. Je pense que toute cette expérience-là doit être bénéfique pour toi aujourd'hui. Un regard avec beaucoup d'expériences diverses et variées, très très riches, qui ont permis à un moment donné d'en faire un métier, puisque je suis devenu, on était adjoint à l'époque à Moustapha Oumechouk et adjoint à Jacques Bouvray qui était le conseiller technique de mon département. Oui, forcément, ça m'a aidé à renforcer entre guillemets des compétences et à développer un peu plus d'expertise et du coup à construire en fait un parcours professionnel et à en faire un métier aujourd'hui. Un métier aujourd'hui où tu es complet parce que tu es directeur sportif adjoint mais tu as une vision qui est très très large du football. C'est un avantage, je ne te le cache pas, le fait d'avoir fait du club amateur et d'être parti en bas, avoir gravi les échelons déjà dans un club amateur, après d'être rentré à la fédération dans les instances District League, et puis après d'être passé sur des responsabilités de conseiller technique moi-même en Seine-Saint-Denis, puisque j'avais géré la Seine-Saint-Denis pendant 6 ans, en étant CTR à mission départementale. Le fait d'être rentré à la Ligue de foot de Normandie m'a permis de passer le professorat de sport, ministère des Sports, et après derrière d'embrayer là-dessus. Ça donne, on va dire, plusieurs cordes à son arc. Et ce qui fait que derrière, en plus d'avoir formé des jeunes joueurs à Évreux, puisque j'ai eu la chance d'avoir toutes les générations, Bernard Mendy, Mathieu Bodmer, et j'en passe et des meilleurs, pour après derrière basculer sur des fonctions de conseiller technique où on forme l'encadrement, on détecte encore les meilleurs jeunes qui derrière finissent sur les équipes de France U16, U17 et ainsi de suite. Ça donne entre guillemets un regard à 360 qui est quand même assez intéressant, à essayer de développer et structurer d'autres clubs, puisque c'est un peu ce que l'on fait quand on est conseiller technique, cadre technique. Donc ouais, ça a été intéressant. Il fallait, entre guillemets, la dernière étage de la fusée, et c'est le monde professionnel. J'ai eu la chance de le connaître grâce au HAC, puisque j'ai été sollicité en 2014 pour rejoindre le club. Je l'ai rejoint en 2015 à l'arrivée de Vincent Volpe à la reprise du club. Du coup, voilà, ça permet en fait de boucler la boucle à ce niveau-là. Ouais, justement, c'est très intéressant. Est-ce que tu aurais peut-être une ou deux anecdotes à nous raconter à Évreux, tout ce que tu as appris, tout ça, c'est intéressant. Comme je te disais tout à l'heure, tu as fermé quand même des sacrés jeunes, mine de rien. Il y a eu, aussi grâce à une équipe d'éducateurs, avec des dirigeants aussi, il y a des dirigeants aussi qui nous ont fait confiance, qui m'ont fait confiance. Je pense, j'ai une pensée pour Jean Niki, qui a été mon premier président à l'ALM par ailleurs.
des anecdotes, je te dirais une anecdote, la première qui me vient à l'esprit comme ça, la chance d'avoir été dans un club dit de quartier, même si c'est pas péjoratif, et d'avoir pu accueillir en fait toutes les diversités de gamins qui sont d'origine et d'horizon et de nationalité et de religion et de race diverses et variées. L'amicale laïque de la Madeleine nous a permis aussi de côtoyer des jeunes des villages du département de l'Eure, puisqu'on avait, on avait de tout comme type de joueurs. Ça, c'est quelque chose que je trouve bien. Je pense à Aloïs Confé, par exemple, qui était d'un petit village à la sortie d'Évreux. C'est un môme qu'on a eu à l'école de foot et qui aujourd'hui est pro ici, au club, comme tu sais. Je pense à Samuel Grandcir, qui lui était d'un autre quartier, en fait, et pas de la Madeleine, mais plutôt du quartier de Navarre. Et regarde, tu vois, il arrive là. Tu prends Bernard Mendy, lui, il est du quartier de la Madeleine. Mathieu, il est du quartier de la Madeleine. Et t'en as un qui est blond aux yeux bleus au départ, et t'en as un qui est d'origine sénégalaise. Enfin voilà, donc c'est assez fabuleux d'avoir en fait tout ce brassage. Steve Mandanda, lui, voilà, il est du quartier de la Madeleine, etc., etc. Donc c'est une chance, voilà. Et la deuxième anecdote, c'est le fait d'avoir eu, entre guillemets, plein de joueurs avec des talents différents, à des postes différents, et qui ont réussi à faire des carrières et qui font des carrières. Quand on prend tous les joueurs qui sont passés par le club et par le quartier, ce club de quartier, je trouve que c'est assez hallucinant d'avoir eu Ousmane Dembélé, Dayo Upamecano, Rafik Guitane, on parle de Samuel Grandcir, Mathieu, Bernard, Steve, Brice Samba. C'était quoi la recette là? C'est assez incroyable, il y a une espèce de microclimat. Voilà. Je pense qu'on était de bons éducateurs, avec beaucoup d'humilité, parce que je sais que partout en France et dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont aussi passionnés, qui ont été aussi passionnés que nous, qui avaient aussi autant de qualité, de compétences et d'expertise que nous, mais peut-être voire même plus que nous, avec beaucoup d'humilité. Mais je pense qu'on était de bons éducateurs pour eux. On a su aussi leur donner peut-être un cadre, une vision, des valeurs d'éducation, des valeurs sportives. Je pense que nous, on a été aussi beaucoup se former. Du coup, on a aussi amené un peu plus de compétences et de savoir-faire, et de savoir-être, et de savoir-vivre sur ces métiers et ce métier de footballeur, entre guillemets, qui est devenu par la suite le métier de footballeur pro. Je pense qu'on a formé aussi beaucoup et on a donné beaucoup de vocation à beaucoup d'enfants et de jeunes à vouloir soit devenir demain footballeur pro, soit devenir éducateur, puisque on a quelques personnes qui nous ont suivis derrière et à qui on a du coup transmis le témoin, et ils ont pris la relève et la suite. Voilà. Mais je fais un parallèle et un lien, Mohamed, avec le Havre Athletic Club. Tu vois, le micro-climat d'Évreux, club amateur, c'est aussi ce que j'ai retrouvé en arrivant au HAC, qui est un micro-climat d'un club exceptionnel. Je pense que ça fait partie du top 4, top 5 des meilleurs clubs formateurs de toute l'histoire du football français. Quand on voit le nombre de joueurs qui sont passés au HAC, et pareil, quelle que soit l'origine, la race, la religion, la couleur de peau, etc., la couche sociale, il y a eu de tout au Havre. Vikash Dorasso, voilà, je crois qu'il est originaire d'Inde, je crois, hindou-sikh, me semble-t-il. Tu prends Didier Digard, c'est un gamin du département de l'Eure, de Gisors, Anthony Le Tallet qui sort de là, voilà, qui est né dans le coin. Tu prends Marez, tu prends Lassana Diarra. En fait, quels que soient les âges, il y en a qui sont nés quasiment dans le club, d'autres qui sont arrivés plus tard. Je pense à Guillaume Moirot, je pense à Dimitri Payet qui lui est arrivé comme d'autres, Florent Sinama Pongol. Enfin, voilà, quand on regarde Jean-Alain Boumsong,
Ferland Mendy, Benjamin Mendy, enfin voilà, tous les joueurs que tu sais. Les grands joueurs. Et je trouve qu'il y a une espèce de microclimat en fait, d'un club pro qui est le HAC. Voilà, l'autre anecdote, c'est celle-là, c'est que je fais un pont et un lien entre deux villes qui sont avec des caractéristiques proches, avec des populations qui sont, ici il y a des communautés, il y a des quartiers, et nous on a un peu à notre échelle, Évreux, qui est une petite ville qui est moins importante en termes de taille et de densité de population que Le Havre, mais avec deux histoires différentes. Un qui est un club professionnel, qui est le premier club à avoir été créé en France en 1872, et l'autre c'est un club de quartier où, pareil, il y a un espèce de microclimat où apparemment il fait bon de jouer au foot. Comme ici. C'est clair. Voilà. Impressionnant. Ouais, c'est clair, cette analyse-là elle est intéressante. Mais c'est vrai que tu as un vivier qui est impressionnant. Ouais, tout à fait. Et quand on voit même ici au Havre, les familles Diawara, Mamad Niang, tu regardes, il y a quelques joueurs en fait qui sont nés là et qui ont réussi. Je pense à Lys Moussé, je pense à tous ces joueurs-là. Ali Mamigori, voilà, c'est des gamins qui sont nés là et qui pareil, font des carrières ou ont fait des carrières. Ouais, exact. Merci Mo pour avec grand plaisir. Ton retour sur Évreux et les valeurs transversales. Donc on va continuer sur le fil de ta carrière, Évreux. Ensuite, tu as différentes expériences à l'étranger. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Oui, la Mauritanie déjà, qui a été une expérience incroyable quand j'ai quitté le club du HAC en fin 2019, début 2020, juste avant Covid. J'étais parti quasiment un an dans le cadre d'un projet avec Oumar Ndiaye, Mauritanien, premier Mauritanien à avoir joué en Ligue 1, formé au Stade Malherbe de Caen. C'est un jeune issu de Mantes-la-Jolie, du Val-Fouré, et qui m'avait sollicité pour aller lui donner un coup de main sur une académie qu'il avait créée en Mauritanie avec la Fédération mauritanienne de football pour détecter, former l'encadrement. Et un peu à l'image de la Seine-Saint-Denis, parce que il savait le travail qui avait été fait là-bas, et de l'aider aussi à détecter et à accompagner les meilleurs talents mauritaniens chez les jeunes. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est bien que tu me poses cette question-là, tu vois, les jeunes viennent demain. Les deux meilleurs jeunes de l'Académie nationale qui sont internationaux mauritaniens, qui sont 2006, viennent en stage au HAC demain. Oumar sera cette semaine avec nous. Donc voilà, et j'ai travaillé sur ce projet-là pendant quasiment un an, avant qu'en décembre 2020, la Fédération royale marocaine de football me sollicite pour pouvoir les rejoindre. Et comme je suis né au Maroc et que j'ai grandi une partie de mon enfance là-bas, pour devenir directeur national de la formation des cadres, des entraîneurs, des coachs. C'est exceptionnel. Et du coup, j'ai bossé quasiment 6 mois pour la fédération avant que Mathieu me sollicite dans le cadre d'un projet de reprise d'un club pro en France. Et du coup, j'ai démissionné pour le rejoindre et travailler sur ce projet-là. Momo, moi j'aimerais bien que tu me donnes un peu ta vision du football chez les jeunes joueurs. Par exemple, ta perception que tu as chez un jeune joueur, comment tu le recrutes, comment tu arrives à détecter ce potentiel pour atteindre le haut niveau? C'est aussi une question de sensibilité, j'allais te dire. Il y a des confrères qui recrutent très très bien par ailleurs, que ce soit en France ou dans le monde. Moi, un des premiers critères, c'est déjà de regarder comment l'enfant, entre guillemets, il court. Comment il pose le premier appui, comment il arrive à s'équilibrer sur le deuxième appui, parce qu'on sait que c'est une question d'équilibre, déséquilibre, recherche d'équilibre. Voilà, donc déjà la motricité, regardez comment un enfant court. La relation au ballon, rien que sur la première touche, dès que l'enfant, comment il appréhende la trajectoire, comment à un moment donné, il rentre en contact avec le ballon. C'est quelque chose que je regarde sur un deuxième critère. Troisième critère que je regarde, donc, c'est l'aisance technique, mais surtout les fondamentaux technique du footballeur. Arriver à contrôler, arriver à réussir une passe courte, mi-longue, longue, arriver à un moment donné à réorienter, à changer de direction avec un ballon sur de la conduite de balle, arriver à un moment donné à peut-être éliminer s'il y a un adversaire, un obstacle qui arrive. C'est quelque chose
que je regarde beaucoup. Après, derrière, sur un autre critère, c'est tout ce qui est perception de l'environnement pour pouvoir à un moment donné faire le bon choix, analyser une situation problème et derrière comment le joueur arrive à la résoudre. Donc, est-ce qu'il fait le bon choix? Ça veut dire que quelque part, c'est quelqu'un d'intelligent pour régler, entre guillemets, résoudre la situation problème, puisqu'on sait que le football, c'est dans diverses et différentes zones du terrain, sur des aires de jeu qui peuvent être délimitées, mais de manière des fois un peu virtuelle. Il n'y a pas besoin de poser des coupelles. On se retrouve dans des situations de 1 contre 1, des situations de 2 contre 1, de 2 contre 2, de 3 contre 2, 3 contre 3, de manière isolée. Et que tout ça, c'est en dynamique, c'est en mouvement. C'est comment lui, il arrive, en fait, si tu veux, à percevoir un peu les espaces jouables, les partenaires jouables, tout en tenant compte de la contrainte, entre guillemets, de l'adversité d'un adversaire qui défend, plusieurs adversaires qui défendent, de manière organisée ou désorganisée. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'analyse. Après derrière, c'est aussi sa capacité à se déplacer. C'est aussi une forme d'intelligence, c'est-à-dire qu'il y a le jeu avec ballon, mais il y a le jeu sans ballon. Comment à un moment donné il arrive à se rendre disponible pour les autres dans les situations. Autre critère, c'est un sport d'attaque-défense. Tantôt on a le ballon, tantôt on ne l'a pas. Sa capacité à un moment donné à proposer des choses quand l'équipe a le ballon, mais aussi sa capacité à proposer, entre guillemets, sa contribution quand l'équipe n'a pas le ballon. Est-ce qu'il se replie? Est-ce qu'il défend? Est-ce qu'il aime défendre? Comment il se remet dans l'équipe pour pouvoir défendre avec l'équipe, pour défendre son but. Un autre critère que j'observe, c'est tout ce qui est attitude, comportement, état d'esprit du joueur dans les situations. Donc il y a plein d'observables. Est-ce que c'est quelqu'un, quand il y a un adversaire qui... donc on sait que c'est un sport duel, un sport d'opposition et de confrontation directe sur le plan physique. Est-ce qu'à un moment donné, il a des mauvaises réactions quand il y a quelques duels et quelques chocs? Voir comment il réagit quand l'arbitre siffle contre lui. Voilà, c'est des choses que j'observe. Quand l'équipe est menée au score, quelle attitude il a? Est-ce que c'est un bon coéquipier? Est-ce qu'il reste toujours connecté aux autres quand ça se passe mal? Quand l'équipe mène au score, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Est-ce qu'il continue à jouer? Est-ce qu'il a tendance à un moment donné à peut-être partir dans tous les sens et à moins bien gérer ses émotions? Donc voilà, en fonction des situations, regardez un petit peu tout ce qui est gestion émotionnelle en fait, du joueur. Tactiquement, comment le joueur aussi, il arrive à un moment donné à respecter les consignes et de l'organisation du système de jeu, de l'animation qui est demandée par le coach. C'est un ensemble de paramètres analysés et pour dire, lui, en fait, quand on regarde tout ça, au poste, est-ce que c'est plutôt un joueur à vocation offensif ou défensif? Une fois qu'on a trouvé plus ou moins en fait, la vocation, c'est de dire le poste numéro 1, il peut évoluer demain sur ce poste-là, un poste numéro 2, ça peut être ça. Et ça, c'est un peu l'expérience et l'expertise qui nous le fait dire. C'est de dire, voilà, il a ces qualités-là. Si on fait ce travail-là, sur une projection à 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ce joueur-là peut devenir un très grand joueur demain. Voilà. Très intéressant ce que tu viens de dire. Franchement, c'est épatant parce que de l'extérieur, on n'a pas cette analyse-là et cette profondeur aussi pertinente. Après, l'œil il s'aiguise aussi, je pense, au fil des années et au fil des joueurs. Plus on voit de joueurs, plus on voit de situations, plus à un moment donné, mais c'est comme dans tous les métiers. Je pense aussi qu'il faut avoir un peu des prédispositions, mais comme tous les métiers, il y a des gens qui sont... moi, je suis admiratif des gens qui sont manuels, mais je pense qu'il y a quelque chose qui relève aussi du dent. La main, elle est intelligente, je pense, et qu'il y a quelque chose qui est du capital de l'inné. Et puis après, il y a l'acquis, c'est la formation qui l'amène. Je pense que moi, avec beaucoup d'humilité à 14, 15 ans, 16 ans, je pense que je les voyais déjà, les joueurs. Bodmer, d'une cour de récréation, j'avais 16 ans, je passe à côté de l'école, je vois que le gamin, il a un truc. Je pense à Jean-Paul Mendy, je pense qu'il est un des meilleurs joueurs qui a fait une carrière honorable de joueur de national. Je pense à JP, c'était un joueur extraordinaire qui a joué à Rouen, à QRM, à Orléans, enfin voilà, qui a fini à Wassel, je crois, à 38 ans, CFA, N2 chez eux. Je pense à lui, mais je voyais tout de suite que c'était un gamin qui était
qui avait un truc. Je pense à Guillaume Gauquelin, qui était arrivé gardien de but, il avait 5-6 ans. Enfin, tu voyais que le gamin, il avait un truc de plus que les autres gardiens. Il fait une bonne carrière, on va dire. C'est fort. On va revenir sur ton arrivée maintenant en juin, la dernière. Ça se passe comment quand on arrive? Bon, c'est un club que tu connais, certes, mais tu arrives et au bout d'un an, vous êtes champion de Ligue 2. C'est fort quand même. Comment vous avez fait? Quels sont les ingrédients? Extraordinaire. On a essayé de construire l'équipe au départ, le projet sportif, à partir déjà du coach, le choix du coach, le choix après du staff, avec les bonnes personnes. La clé d'entrée, c'était l'humain, c'était d'essayer d'avoir de bonnes personnes, corrélées forcément à des compétences footballististiques. Ça, puis on a construit en fait le puzzle à partir de là. Après, derrière, c'était d'avoir une bonne évaluation de l'effectif du HAC, puisqu'on récupérait un héritage, mais c'est comme ça à chaque fois qu'on reprend un projet dans un club. Il y a l'existant, et après, c'est d'être capable de bien analyser un petit peu les forces, et puis aussi un peu ce qui reste à compléter. Du coup, on a construit un effectif en partant de celui qui était là. Les collègues, on va dire, ont fait le travail. Nous, on les a accompagnés sur le management du projet. L'alchimie c'est faite, une osmose, une synergie, une dynamique qui s'est créée. Bravo aussi aux coachs, et au staff et aux joueurs, aux dirigeants, qui ont permis aussi, et puis à la dynamique du club, parce qu'après on a eu aussi tout le club derrière nous, les associations de supporters que j'oublie pas, parce qu'ils ont toujours été là dès qu'on est arrivé, on leur a expliqué un peu la vision et le projet dans lequel on était. Ils nous ont suivis, soutenus, et puis après la magie s'est opérée et c'est extraordinaire. On est très très content, une très très belle saison, et puis au final avec un titre de champion et une remontée en Ligue 1. Maintenant, il y a la deuxième partie du projet qu'il faut essayer de réussir. On va tout faire, on est en train d'y travailler pour pérenniser le club en Ligue 1, réussir cette première saison dite de transition en Ligue 1, parce que c'est bien de monter, mais derrière, après, il faut se donner les moyens d'y rester. Et puis après, c'est d'essayer sur une troisième étape de pérenniser, d'inscrire le HAC en Ligue 1 dans la durée, dans le temps et dans la durée. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de tes fonctions parce que tu fais un travail extraordinaire de l'ombre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, la fonction, c'est une fonction de directeur sportif adjoint. Une mission principale qui est la coordination du recrutement au club. En première ligne, le recrutement pro. Derrière, c'est la coordination du recrutement à la fois chez les filles avec Laure Lepailleur sur l'ADN Arkema et accessoirement sur le recrutement des jeunes avec Franck Salle, qui est responsable du recrutement jeune, et avec Laure et Maxime Di Liberto sur le recrutement des jeunes filles du côté de la section féminine. Ça, c'est la grande mission. Et après, avec Mathieu, on coordonne le projet sportif du HAC dans sa globalité, à la fois sur la vision, sur la politique sportive, la politique de recrutement chez les jeunes, chez les filles, chez les garçons, sur aussi toute l'organisation du club sur le plan sportif avec l'organigramme du centre de formation, le fonctionnement, les contrats des jeunes, les passages de contrats, la promotion des meilleurs talents du centre de formation pour créer en fait le continuum entre le centre, la post-formation et du coup les pros. Chez les filles, la même chose. La relation aux conseillers et aux agents à la fois des filles et des garçons et des pros. La gestion entre guillemets des budgets et des finances, la coordination aussi administrative et juridique du projet sportif. On essaie avec les dirigeants d'accompagner et de faire au mieux pour que les choses avancent et se développent. Beaucoup de responsabilités. Oui, ça fait beaucoup de travail, ça fait des bonnes journées. Encore une fois, je pense que ton expérience d'avant, tout ce que tu as pu mettre en place aujourd'hui, c'est bénéfique. Ça aide, le fait d'avoir dirigé et de manager des structures clubs amateurs d'abord et après sur district, ligue, à la Fédé et divers projets sportifs, ou d'avoir même accompagné des dirigeants et des responsables techniques de clubs sur les fonctions de conseiller technique, cadre technique à l'époque. C'est sûr que du coup,
On sait un peu ce qu'il faut faire, comment il faut faire, avec beaucoup d'humilité et de modestie, et un peu les erreurs à ne pas commettre, à construire une vision, projet sportif et ainsi de suite. Ton parcours, il prouve que rien n'est impossible en partant de la base du football. On peut réussir de grandes choses dans le football. Est-ce que tu auras un conseil à donner peut-être à tous les coachs qui veulent s'imprégner du monde professionnel? Moi alors, avec beaucoup d'humilité, je dis souvent aux gens, écoutez, moi, j'ai jamais fait de carrière pro. J'ai été un joueur de quartier, j'ai jamais été entraîneur pro, coach pro. J'ai été je pense un bon éducateur de quartier. J'arrive d'un pays où à la base j'avais jamais joué au foot quand j'étais petit, jusqu'à l'âge de 8-9 ans. J'ai découvert ça en arrivant en France. Je parlais pas un mot de français, été à l'école comme tout le monde. J'ai appris le français, je suis devenu prof de sport. J'ai passé les diplômes d'éducateur et d'entraîneur. Et donc je dis, si en partant de très très loin, voire de nulle part, j'ai réussi à gravir les échelons et à travailler à la Fédération française de football quasiment 15 à 17 ans de ma vie, à travailler pour la Fédération royale marocaine de football, la Fédération mauritanienne de football, à venir au HAC et à travailler dans un club professionnel qui n'est pas un club anodin dans le paysage du foot français. Je pense que sincèrement, c'est possible et c'est accessible à tout passionné, à tout enfant, tout jeune, comme moi je l'ai été dans une autre vie, de pouvoir, entre guillemets, construire un parcours et un métier si on en a la passion et la motivation et la détermination. C'est quelque chose qui est accessible, largement, à la portée de tout le monde. Mais j'aimerais que tu me répondes à une question, c'est par rapport à la pression. Tu vois, tu as comme un rôle qui est hyper important. Comment tu gères ça au quotidien? Écoute, je pense que de nature, déjà je suis quelqu'un de plutôt calme, posé. J'ai une bonne gestion des émotions, je pense, de manière générale. Après, je pense qu'elle s'est aussi améliorée de par l'expérience, parce qu'on a quand même vécu pas mal de choses, pas toujours des fois simples à gérer. Donc du coup, on les appréhende peut-être avec un peu plus de recul, de hauteur, de décentration. Après derrière, je pense que ce qui aide aussi à bien gérer ces émotions, c'est quand on travaille beaucoup et qu'on prépare bien les choses. Je pense que derrière, ça facilite un peu mieux, on appréhende mieux. Donc du coup, on est un peu plus calme, un peu plus serein. Et, donc ça c'est quelque chose aussi qui a à mettre au crédit de cette gestion des émotions. Après, je suis quelqu'un de passionné. Donc je pense que quand des fois on est pris dans cette passion-là, en fait on ne se rend pas compte. Et du coup, on fait abstraction en fait de l'ensemble des pressions, même de la fatigue et de la charge de travail. Enfin, il y a des choses qui sont inhibées, peut-être consciemment, inconsciemment. Et du coup, je pense que, en fait, on ne se rend pas compte des fois qu'on est peut-être dans la fosse au lion, dans l'arène, et que du coup, en fait, des fois, à la limite, on est inconscient. Peut-être, c'est une des explications, je crois. Impressionnant comme la dernière, c'était quand même une saison qui était inédite, fini champion de Ligue 2. Il devait y avoir une pression constante à chaque match pour tenir cette première place. Oui, complètement. Après, il faut avoir confiance aussi en soi. Je pense que c'est aussi un autre repère. J'allais dire que, donc alors, tout en gardant beaucoup d'humilité et de modestie, mais je pense que quand il faut avoir aussi confiance en soi, il faut avoir des convictions fortes, il faut les défendre, et que du coup, quand on est convaincu, c'est plus facile de convaincre. Donc c'est un petit peu ça qui m'a aidé et qui m'aide au quotidien à un moment donné à essayer de faire réussir les choses. Je disais à Mathieu Bodmer lors de son podcast que vous avez fait un excellent travail de communication sur les clubs aux alentours. Je trouve qu'il y a beaucoup. C'est pas que ça n'a pas été fait, c'est pas vrai. Avant, ça a été bien fait, mais là, c'est mieux fait. Je trouve qu'il y a cette approche il y a une très bonne approche humaine. Moi, je voudrais savoir, c'est comment ça se passe au niveau du club, parce que vous êtes arrivé il y a un an, il y a beaucoup de choses qui ont dû être mises en place à l'intérieur. Comment ça se passe sur la communication ? On a fait quelque chose de très simple. Il n'y a pas de recette magique ou miracle. On a juste essayé de considérer tout à chacun, tout être humain,
quel qu'il soit, parce que déjà de nature on est comme ça. On a été vers les personnes, à la fois ici en interne, quand on est arrivé au club, du coup créer la bonne relation avec tout le monde. Moi, j'avais la chance de connaître quelques personnes quand même au club, puisque j'y avais travaillé de 2015 à 2020, comme je t'expliquais tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que pour les clubs, sur l'agglo et l'ensemble des licenciés havrais et de l'agglomération havraise, en fait, pareil, on connaissait quelques personnes, donc du coup, mais on a fait la démarche d'aller frapper aux portes de tous les clubs, J'ai entendu ça. de tout le monde. Et du coup, on a écouté, on a considéré tout le monde. Et je pense que derrière, ça a eu un effet miroir, puisque derrière, ce qu'on a donné et ce qu'on donne, les gens nous le rendent bien. Donc il faut juste, je dis souvent, toujours bien se comporter dans la vie, parce que quand on se comporte bien avec les autres, il n'y a pas de raison que les autres ne se comportent pas bien avec soi. Donc c'est tout simplement juste ça, Mohamed. Magnifique. Hein. Moi, j'ai beaucoup de retours positifs des clubs. Écoute, super, on en est très très heureux. Maintenant, c'est plus sur les moments forts. Est-ce que tu en aurais 3 à nous partager sur ta carrière qui est assez riche aujourd'hui? Le premier, c'est le dernier. Tu viens de le dire, c'est cette saison extraordinaire vécue avec le HAC et le titre de champion de Ligue 2 qui nous permet d'accéder à la Ligue 1. Ça va être, je pense, un tournant, un marqueur fort, entre guillemets, de mon parcours. Le deuxième, je vais te le dire, j'ai eu une chance extraordinaire dans ma vie. C'est d'avoir été un jour sollicité par l'UEFA pour être officier de liaison sur la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions 2005 à Barcelone-Arsenal. J'étais officier de liaison pour l'équipe d'Arsenal pendant 3 jours. À l'époque où Arsène Wenger était coach, il y avait beaucoup de Français, Thierry Henry, je pense à lui, Gaël Clichy qui était dans l'équipe, il y avait quelques joueurs français à l'époque, et j'étais conseiller technique. Je gérais la Seine-Saint-Denis, et comme la finale avait lieu sur le Stade de France, donc du coup, naturellement, on m'a demandé de gérer. Donc du coup, j'ai vécu au milieu de l'équipe d'Arsenal pendant 3 jours à organiser en fait de leur accueil, leur arrivée à l'aéroport du Bourget jusqu'à leur départ 3 jours après. Voilà. Donc c'était un moment incroyable. Je me suis retrouvé dans le couloir, bord de pelouse, du coup à côtoyer aussi les Barcelonais sur la finale. Ça c'était un moment inoubliable. Et le troisième moment, j'allais te dire, le fait de boucler une boucle avec Mathieu, voilà, parce que c'est le premier. Avec Bernard, c'était mes 2 premiers joueurs détectés où j'ai accompagné leur formation à Évreux, à l'école de foot. Et puis, du coup, de les voir réussir, de les avoir vus réussir leur carrière de joueur comme d'autres. Et puis de me retrouver en fait à piloter un projet. On a piloté le projet d'Évreux en 2010 avec Mathieu, puisqu'on a fait fusionner les 2 clubs d'Évreux, l'Évreux Athletic Club et la LM Évreux à l'époque, et de me retrouver à piloter le projet sportif d'un club professionnel comme le HAC, c'est juste extraordinaire et génial, et je pense que ça restera forcément un des plus beaux souvenirs, un des meilleurs moments. C'est pas fini, hein. J'espère qu'on va vivre encore d'autres choses extraordinaires avec lui comme avec d'autres, mais c'est un 3e marqueur aujourd'hui d'une carrière de quasiment 36 ans, 37 ans. C'est beau. Voilà, c'est fabuleux. Non, génial, très heureux. Je suis toujours que Momo Elkaraz, directeur sportif adjoint du HAC, et là j'ai vu que la pelouse, il y a eu un changement quand même, Momo, là. Écoute, elle vient d'être refaite, voilà. De ce que j'ai compris, c'est que elle doit être changée tous les 15 ans, et là ça fait 13 ans du coup qu'elle a été installée depuis que le stade a été fait. Et a priori, pour cette remontée en Ligue 1, voilà, on va avoir une pelouse toute neuve. Franchement, c'est impressionnant quand même, hein, la qualité de la pelouse. Ah, c'est énorme. Aïe. Voilà, le HAC et la Ligue 1 méritent bien ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, non, c'est cool. On va revenir sur ta carrière. On a parlé des moments forts que tu nous as partagés. Merci à toi. Je t'en prie. La Ligue 1, c'est bientôt.
Bah ouais, c'est Vous génial. appréhendez ça comment à un moment-là? Mais écoute, impatient, tout heureux et excité à l'idée que dimanche prochain à 15h, bah écoute, coup d'envoi, Montpellier-Le Havre en Ligue 1. Donc c'est extraordinaire. Énorme. Voilà, impatient que ça arrive. Et les joueurs, tout ça, comment ça vit? Ça va, ça se passe bien là? Ouais, ça, écoute, il y a une préparation qui s'est bien passée. On est en train de compléter l'effectif puisque le mercato est en cours. Voilà, on va essayer de se renforcer devant et écoute, globalement, l'effectif se construit petit à petit, ça prend forme. On vous fait entièrement confiance, Momo, comme la dernière. Merci beaucoup, c'est gentil. Justement, je parlais avec plein de supporters là, même sur les réseaux, tout ça, qu'ils avaient tous hâte, la Ligue 1. 14 ans, Momo. Ouais, c'est vrai. Le stade, là, se rend pas compte. Puis c'est la première fois que ce stade va vivre la Ligue 1. C'est vrai. Puisque quand le HAC était monté en 2008, le club jouait encore à Deschazos. Ce stade-là a été inauguré en 2012, de mémoire, toi qui es à Havrais. Ouais. Voilà, exactement. Donc il va vivre son premier match de Ligue 1 contre Brest, je crois, le 20. Le 20, ça doit être ça doit être le dimanche. C'est bientôt, 20, aïe. Le 20 août, super. Momo, je sais que tu as rencontré énormément de personnes. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 rencontres marquantes de ta vie? Écoute, je pense une des plus marquantes, c'est celle avec Nasser Largué, qui était à l'époque directeur du centre de formation du FC Rouen, quand ils étaient en D2. Et moi, j'étais jeune éducateur, j'emmenais l'équipe d'Évreux des Poussins sur le challenge Pierre Vasse. Et c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de force et d'énergie, me faisant comprendre que j'avais quelques qualités à faire valoir et que je pouvais en faire un métier, qu'il fallait que je vienne en formation. Voilà. Donc ça, c'en est une. Je pense à une deuxième, mais que je vais associer. Je pense à Jacques Bouvray, le conseiller technique du district du foot de l'Eure, et à Lionel Bolland, qui était président à l'époque, qui est devenu derrière président de la Ligue, qui est devenu trésorier de la Fédération française de football, qui a été trésorier de la LFA, la Ligue du football amateur. Voilà. C'est des gens, pareil, qui m'ont accompagné, qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé à l'époque. Troisième personne, je pense à Vincent Volpe. On est au club du HAC, c'est quelqu'un qui m'a accueilli ici, qui m'a permis de devenir directeur sportif adjoint à l'époque. C'était pas rien. À lui, mais j'associe Christophe Rovaux, j'associe Arnaud Tanguy qui était le DG à l'époque. Je pense à ils m'ont très bien accueilli ici et c'est des gens, que j'oublierai pas. Globalement, c'est des gens, qui ont compté entre guillemets dans le parcours. Donc c'est Après, je pense aux premiers éducateurs forcément. Je pense à Moustapha Zenasni, je pense à Daniel Lecor. C'était mes premiers éducateurs. À l'Étoile sportive des Marocains d'Évreux ou à Guichainville pour Daniel. Moustapha pour le premier club. Enfin voilà, il y a des gens comme ça où il y a quelques. Je pense à Jean Niki, ce que je disais tout à l'heure, qui était mon premier président à la LM Évreux. Je retiens ces gens-là en particulier. Puis la dernière grosse personnalité que j'ai croisée dans ma carrière et qui m'a tendu la main et qui m'a aussi donné ma chance, je pense au président de la Fédération royale marocaine de football, qui est Fawzi Lagjar, qui m'a sollicité pour occuper un poste à très haute responsabilité dans mon pays de naissance et d'origine. C'est une fierté, parce que si on m'avait dit qu'un jour j'allais travailler pour cette fédération-là sur un poste de directeur national de la formation des cadres, je ne l'aurais pas dit. Donc voilà, autre personne qui aura marqué mon parcours. Merci Mo. Et on arrive à la fin du podcast. Moi, on a la question fétiche. Déjà, Mohamed, je te remercie. Je t'en prie. C'est un plaisir aussi. Et merci pour ce que tu fais. Et l'émission, de mettre la lumière sur, entre guillemets, humblement et modestement, mais des petites personnalités
qui font le football du quotidien. Et voilà, donc merci à toi. Je t'en prie. Et on a la question spéciale du podcast Impossible n'est pas vrai. Qui souhaites-tu que j'interviewe lors du prochain podcast? Au HAC ou ailleurs? Tu veux, ça peut être partout dans le monde, il n'y a pas de problème. Je pense comme ça spontanément. Si je fais un choix, Tu peux en faire deux, il n'y a pas de problème. C'est au détriment d'autres. Je pense que c'est pas inintéressant. Julien Maumont, allez, parce que c'est un type extraordinaire qui a un parcours aussi qui est remarquable, qui vit sa première expérience à nos côtés dans un club, à l'intérieur d'un club. C'était quelqu'un qui était un bon observateur en fait du football, qui a écrit des livres, qui a coécrit des livres, qui a analysé le foot de l'extérieur et le fait de vivre de l'intérieur. Donc ça, je pense que c'est pas inintéressant. Et après, tout à l'heure, je te parlais de Jacques Bouvray. Je pense que quelqu'un qui est aujourd'hui retraité, qui a passé 37 ans dans le même district, à la même fonction, au même poste de cadre technique, je pense que c'est pas inintéressant de l'interroger sur son regard, sur son parcours. Et c'est un parcours assez pareil, riche. Et il a vu le football défiler sur les 40 dernières années. Je pense que c'est un regard qui peut être intéressant à interroger. Ok, merci Momo pour tout. Je t'en prie. Bonne continuation et bonne ouverture de la Ligue 1 dès dimanche. Merci beaucoup. Voilà, bonne saison à toi et puis à bientôt. Bye. À bientôt. Moi. Ciao.